Et ça me fait penser à quelque chose qui est majeur, c'est-à-dire que les jeunes, de plus en plus les jeunes, quand vous regardez les sondages, que ce soit à cause du terrorisme, à cause du narcobanditisme, à cause de l'insécurité, de l'ultra-violence et de la barbarisation de la société, les jeunes sont de plus en plus prêts à changer leurs pratiques et ils changent davantage leurs pratiques lorsqu'ils sortent pour aller en soirée, lorsqu'ils sortent dans la rue, ne serait-ce que pour aller, comme vous l'avez dit, à un établissement scolaire, que ce soit à l'université, que ce soit au lycée, que ce soit au collège même aujourd'hui. Les jeunes changent leur comportement parce que l'insécurité et l'incapacité de l'État et de l'administration à faire régner l'ordre n'est plus garantie. Dès lors que vous êtes un État, que vous n'êtes plus capacité de garantir justement l'ordre républicain, l'ordre dans la rue, vous êtes face à des jeunes et des moins jeunes qui sont souvent les plus socialement atteints, qui sont les plus pauvres qui souffrent de l'insécurité. Eh bien, ce sont ces personnes-là qui sont punies par l'État parce qu'effectivement, pendant des années et des années, on a refusé à voir le réel. Et pourtant, c'est bien ce que disait Gérard Collomb. Aujourd'hui, on a deux France qui sont face à face. On a un choc culturel qui amène un choc sécuritaire qui est majeur aujourd'hui. Si l'on ne fait pas et l'on ne pose pas les bons diagnostics, jamais, malheureusement, jamais on n'arrivera à trouver les bonnes solutions. Alors, mais justement, comment agir très concrètement? On va pouvoir. Est-ce qu'il y a besoin d'un réarmement législatif ou cela passe par autre chose, selon vous? Tout à fait. Déjà, le premier élément pour répondre à votre question, c'est que les gens vont vous dire il y a des règles et des lois qui sont déjà existantes, appliquons-les. Moi, je prends un exemple toujours très simple, c'est-à-dire que regardez ce qui s'est passé après le bilan des émeutes de 2023. Nous, on a travaillé sur cette question-là, on a fait un rapport, on a fait une tribune dans le journal du dimanche notamment à ce sujet-là. 60% des gens qui ont été condamnés, des émeutiers qui ont été condamnés, donc les majeurs notamment, ont une peine de prison. Donc là, on peut se dire, fantastique, la justice, enfin, prononce des peines de prison pour des gens qui ont brûlé des écoles, brûlé des voitures, brûlé des bus, etc. Or, quand vous regardez la durée moyenne du prononcé de la peine, 8,9 mois. Oui, bien sûr. Le problème, c'est qu'en France, quand on a 8,9 mois de peine de prison, on ne va pas en prison, tout simplement. Et voilà le problème. Comment après se poser la question, ensuite après de se dire, oui, la justice, il y a un problème de justice, il y a un problème de laxisme, puisque effectivement, les peines prononcées ne sont même pas suffisamment fortes pour pouvoir mettre les gens en prison. Et donc, effectivement, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des émeutes à l'avenir et de nouveaux drames, malheureusement, dans notre pays. Nous y reviendrons de son retour à la Maison-Blanche. Non, bien évidemment. La réalité aujourd'hui, c'est que les États-Unis, qu'ils soient gouvernés par des démocrates, Joe Biden, ou par Donald Trump, la politique américaine étrangère est toujours la même. Les États-Unis et les intérêts américains avant tout, et avant ceux de l'Europe et avant ceux de la France. Donc ça, que l'on soit avec Donald Trump ou Joe Biden, ça ne change absolument pas. Je prends un exemple très concret, c'est la politique de réindustrialisation de l'Amérique, notamment emparée par Donald Trump, qui a fait justement une réindustrialisation forte pour concurrencer la Chine. Quand Joe Biden est arrivé en 2020, il a fait la même chose avec l'Inflation Reduction Act, qui a détruit des emplois directement dans l'industrie, notamment automobile, en Europe et en France. Donc à partir de ce moment-là, les intérêts américains primeront toujours sur ceux des Européens. Le deuxième sujet qui est important et qui, là pour le coup, il y a une différence entre Donald Trump et Joe Biden et donc Kamala Harris, si par cas c'est elle qui est élue présidente des États-Unis, c'est au niveau de la coopération militaire et notamment des différents sujets, des différents théâtres d'opération où est engagée aujourd'hui l'OTAN dans le cadre des interventions américaines, que ce soit sur 3 sujets. Le premier point, c'est sur la guerre en Ukraine. Effectivement, il y a un point de divergence entre une administration de Joe Biden et donc celle de Kamala Harris qui est justement dans l'attentisme à l'égard du soutien à l'Ukraine et donc face à Vladimir Poutine, lorsque Donald Trump lui dit qu'il est capable de régler le conflit en moins de 24 heures, c'est-à-dire obtenir un accord de paix, puisque Donald Trump dit toujours la même chose, c'est-à-dire que c'est le seul président américain du siècle où la Russie de Vladimir Poutine n'a jamais augmenté son territoire, n'a jamais eu de conquête. En 2008, lorsque George W. Bush était président, la Russie a agressé la Géorgie. Pareil sous Obama, l'Ukraine, et puis Joe Biden, la guerre en Ukraine. C'est pas le cas sous Donald Trump. Ensuite, le deuxième sujet, c'est le Proche-Orient. La ligne des démocrates est quand même particulièrement floue à cause de cette aile gauche des démocrates qui fait pression pour justement la cause palestinienne. Et donc, Donald Trump se singularise là avec la capacité d'obtenir la paix plus rapidement et de prévenir, en soutenant Israël, de prévenir
la lutte contre le terrorisme islamiste qui sévit au Moyen-Orient. Et puis le dernier point, et je terminerai dessus, c'est sur l'Asie. Et là, effectivement, il y a un continuum entre l'administration démocrate et l'administration de Donald Trump, c'est-à-dire lutter contre la Chine pour pas que la Chine remplace les États-Unis en termes de grande puissance. Question à savoir les militaires, puisque les militaires font la guerre. En tout cas, il ne faut pas ne pas se poser la question. Pourquoi ? Parce que quand cette proposition de Carl Olive, elle s'inscrit dans des propositions qui avaient déjà été faites, des demandes qui avaient déjà été faites d'élus, notamment de Marseille, des élus en 2008-2010, des élus à la fois de la ville de Marseille, mais également d'opposition de gauche à l'époque, avaient demandé à l'État, face à l'explosion du nombre d'homicides suite à des règlements de compte à Marseille, avaient demandé, notamment à François Hollande à l'époque, donc en 2013 aussi, l'intervention de l'armée. Lorsque François Hollande refuse le débat sur l'utilisation des militaires dans ce qu'on appelle les territoires perdus de la République, alors cela a envoyé un message politique aux narcotrafiquants qui était le suivant: l'État n'est pas prêt à tout pour reconquérir les zones. Et lorsque l'on voit aujourd'hui l'évolution des homicides aujourd'hui à Marseille notamment par rapport à ce qu'elle était auparavant, on est sur une explosion. Sur les 3 dernières années, des homicides à Marseille, il y a eu 110 homicides. 110 homicides, c'est autant qu'entre 1950 et 2000. Donc on est sur une explosion de l'ultra-violence à Marseille et plus globalement dans le reste des quartiers, des quartiers de la politique de la ville. Et donc il faut effectivement poser le débat sur l'armée, mais je ne pense pas que ce soit la meilleure mesure pour autant pour pouvoir résoudre les problèmes dans les quartiers. Un état d'urgence, je pense qu'il faut, et nous pensons qu'il faut décréter l'état d'urgence maintenant, parce que ça suffit qu'il y ait Nicolas, Thomas, Lola, etc., ça suffit qu'il y ait des gens qui meurent à cause de règlements de compte sous le coup des balles des narcotrafiquants d'une certaine façon. Il faut décréter l'état d'urgence, comme ça permettra aux moyens policiers de pouvoir saisir les armes à feu dans les quartiers sur le modèle de ce qu'avait fait François Hollande le soir du 13 novembre en 2015. Il avait saisi 6 000 armes à feu en un week-end. On peut le faire, c'est une question de volonté politique et se donner les moyens d'un point de vue juridique de ne pas avoir de décision d'un juge pour pouvoir perquisitionner administrativement les domiciles des narcotrafiquants. Peut-être l'état d'urgence avant l'envoi des militaires, puisque faut-il encore définir les missions ? Ça a été fait. On voit par exemple, moi je prends souvent cet exemple-là, 2005, Dominique de Villepin, face à l'explosion des émeutes de 2005, les premières mesures qui a été faites par Jacques Chirac, c'était d'apaiser les quartiers, on a vu que ça ne fonctionnait pas. Dominique de Villepin décrète état d'urgence, 25 préfets le mettent en œuvre, et donc effectivement, vous êtes capable de saisir les armes à feu, vous êtes capable de perquisitionner le domicile des émeutiers, et donc en l'occurrence ici des narcotrafiquants pour le sujet qui nous concerne, et vous êtes capable également de suspendre tout ce qui est produits inflammables, la vente de produits inflammables, etc. Parce que c'est aujourd'hui le mode opératoire dans certains quartiers de brûler les voitures, de brûler les écoles, de brûler les commissariats, etc. pour paralyser l'action de l'État. Donc il est possible effectivement, mais il est possible de créer un état d'urgence, de mettre en place un cadre qui puisse permettre de désarmer les racailles et les narcotrafiquants pour ensuite, après, opérer la reconquête de ces territoires et puis après proposer quelque chose de meilleur, un pacte par le travail, une école républicaine, véritablement républicaine, etc. etc. Mais ça doit d'abord passer par la reconquête et la reconquête. Et c'est vrai, Kevin Bossuet, que le militant... Mais vous savez, ça me fait penser à quelque chose qui est majeur, c'est-à-dire que les jeunes, de plus en plus les jeunes, quand vous regardez les sondages, que ce soit à cause du terrorisme, à cause du narcobanditisme, à cause de l'insécurité, de l'ultra-violence et de la barbarisation de la société, les jeunes sont de plus en plus prêts à changer leurs pratiques et ils changent davantage leurs pratiques lorsqu'ils sortent pour aller en soirée, lorsqu'ils sortent dans la rue, ne serait-ce que pour aller, comme vous l'avez dit, à un établissement scolaire, que ce soit à l'université, que ce soit au lycée, que ce soit au collège même aujourd'hui. Les jeunes changent leur comportement parce que l'insécurité et l'incapacité de l'État et de l'administration à faire régner l'ordre n'est plus garantie. Dès lors que vous êtes un État, que vous n'êtes plus capacité de garantir justement l'ordre républicain, l'ordre dans la rue, vous êtes face à des jeunes et des moins jeunes qui sont souvent les plus socialement atteints, qui sont les plus pauvres qui souffrent de l'insécurité. Eh bien, ce sont ces personnes-là qui sont punies par l'État parce qu'effectivement, pendant des années et des années, on a refusé à voir le réel. Et pourtant, c'est bien ce que disait Gérard Collomb. Aujourd'hui, on a deux France qui sont face à face. On a un choc culturel qui amène un choc sécuritaire qui est majeur aujourd'hui. Si l'on ne fait pas et on ne pose pas les bons diagnostics, jamais, malheureusement, jamais, on n'arrivera à trouver les bonnes solutions. Alors, justement, comment agir très concrètement ?